Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup Alice. Voilà, donc j'ai la lourde tâche d'animer cette session, donc j'espère que je vais poser les bonnes questions, en tout cas celles qui vous intéressent, et puis qu'on va pouvoir mettre un peu en éclairage ce sujet du One Health dont on entend de plus en plus parler. Donc évidemment, Olivier, la première question, c'est quoi le One Health? Et puis surtout, qu'est-ce que ça doit pas être? C'est une bonne question que tu nous poses là. Alors ce qui est difficile quand on travaille avec Carole et quand on va quelque part, c'est qu'on ne sait pas si c'est moi qui viens avec elle ou si c'est elle qui vient avec moi. Donc c'est ce à quoi il faut que vous attendiez. Donc vraiment c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup de votre invitation. Donc je ne sais pas si ça fait de moi un homme de santé ou un ami des femmes de santé, mais en tout cas je suis vraiment ravi d'être là avec vous. Le sujet nous tient à cœur, Carole et moi, et puis l'ensemble des équipes d'AstraZeneca. Et je voulais aussi préciser, avant de répondre à ta question ou d'essayer d'y répondre, que je représente aussi donc, le LIR Innovation Santé, qui est un mouvement, on va dire, qu'on essaye de créer, qui existait déjà, le LIR, les laboratoires internationaux de recherche, et qui se réinvente autour de l'innovation en santé. Et donc c'est Roche, Novartis, Astellas, Takeda, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca ensemble pour lancer justement ce mouvement qui est extrêmement centré et focalisé sur le One Health. Et on aura l'occasion d'en parler. Pas que le One Health, c'est tout simplement aussi l'innovation en santé avec un grand I, avec un grand S. C'est-à-dire que l'innovation est plurielle, elle n'est pas que médicamenteuse, et même si nous sommes des laboratoires pharmaceutiques, nous faisons l'effort justement d'ouvrir ce mouvement à d'autres. On va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il n'y a pas que le médicament parmi les innovations dans la santé. Et donc la santé avec un grand S, parce que c'est justement l'interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et la santé de la planète. Et c'est ce qu'est le One Health, pour revenir à ta question. C'est vraiment la reconnaissance, tout simplement. C'est la reconnaissance qu'il y a une interconnexion entre les santé humaines, animales et environnementales de la planète. Dans le concept, et oui, je viens de dire ce que ça ne devait pas être, c'est-à-dire un concept, dans la notion et la définition de One Health, je pense qu'on ne peut pas s'affranchir de la dimension globale. On a vu au début de la pandémie Covid que même si les premiers signes en Europe avaient été en Italie, c'est pas comme si le virus s'était arrêté à Vintimille et s'était dit je vais peut-être pas traverser la frontière qui n'existe plus d'ailleurs. Mais voilà, donc on est très conscient aussi du fait que s'il y a une interconnexion entre les trois dimensions de la santé humaine, animale et de la planète, il y a aussi une dimension éminemment internationale, globale de la santé telle que nous voulons l'approcher. Donc je crois que c'est vraiment ça, le One Health, pour être extrêmement simple, c'est la reconnaissance de cette interconnexion entre les différentes santé, la reconnaissance que c'est une dimension globale, et par une dimension globale que l'on doit aborder la santé, et ce que ça ne doit pas être ou ce que ça ne doit plus être, c'est justement une simple approche, parce que quand on approche quelque chose, on peut avoir tendance à y aller à tâtons, alors que là il faut y aller franchement. Ça n'est pas un concept, ça n'est pas une idée, c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus exécuter. Et c'est ce que nous essayons de faire ou de promouvoir avec donc l'équipe LIR Innovation Santé et tous les partenaires qui, je l'espère, vont nous rejoindre. Alors justement, Olivier, tu parlais de LIR. Pourquoi un laboratoire comme AZ s'intéresse finalement à cette thématique? Et puis finalement, quel rôle peuvent jouer les entreprises du médicament et les différents acteurs plus largement dans ce sujet One Health? Alors pourquoi des laboratoires c'est parce qu'on est 6 au sein du LIR. Il y a même un laboratoire comme Boehringer Ingelheim qui a littéralement une division santé animale. Donc quelque part, ils sont en avance sur ce mouvement-là, ou en tout cas ont pris une décision de diversification qui prend en compte la santé humaine comme la santé animale. Et pour un laboratoire pharmaceutique, et à la fois un laboratoire pharmaceutique, c'est aussi une entreprise. Donc on est une entreprise de santé, une entreprise de médicaments, mais aussi une entreprise tout court. Et donc, en tant qu'entreprise de santé et de médicaments, on a une responsabilité vis-à-vis de la santé humaine. Et reconnaître que justement 75% des maladies infectieuses émergentes sont potentiellement d'origine animale, c'est justement se dire que dans notre recherche et dans la façon dont on fait un peu la sentinelle de ce qui se passe autour de nous, on doit prendre ça en compte, sinon on est un petit peu en arrière et on risque de faire des erreurs dans les priorités qu'on se donne. Donc d'un point de vue du développement des médicaments, c'est extrêmement important de prendre ça en compte. Et puis en tant qu'entreprise, c'est ce dont tu t'occupes très bien chez AstraZeneca, c'est-à-dire notre responsabilité sociale.
Et donc, chacune de nos entreprises et notre secteur, d'une manière générale, et on le voit, OLEM, les entreprises des médicaments, qui est notre association professionnelle, tout le monde est impliqué dans la décarbonation, la neutralisation dans un premier temps de nos activités, de nos émissions de gaz à effet de serre, pour arriver à des ambitions pour certains d'entre nous qui sont carbone négatifs, par exemple 2030 pour AstraZeneca, et pour d'autres, ce mouvement est aussi en marche. Donc à la fois quand on est dans la santé, quand on développe des médicaments, on ne peut pas ignorer justement l'interconnexion, encore une fois, qu'il y a entre la santé animale, humaine et environnementale. Et quand on est une entreprise tout court, on se doit de prendre cette responsabilité en tant que générateur finalement de gaz à effet de serre dans notre activité. Donc c'est doublement une double responsabilité que l'on a en tant qu'acteur de santé et qu'entreprise qui emploie et a une activité de production et professionnelle. Et justement, comment s'exprime cette responsabilité? Quels sont selon toi les leviers pour agir, mais aussi peut-être les freins qu'on peut rencontrer dans la mise en avant finalement de ce mouvement One Health? Alors, je vais peut-être commencer par le frein, parce que je pense qu'on en a déjà parlé en disant ce que ça ne devait pas être, et il ne faut pas que ça soit justement ce concept un peu buzz qui fait bien, et puis qu'on a envie de mettre sur une pancarte pour dire qu'on a une conscience sociale ou qu'on va au-delà de l'activité professionnelle. Donc il ne faut pas que ce soit ça, et ça c'est un frein de penser que ça n'est pas sérieux et de penser que c'est juste quelque chose qui est une lubie de certains. Et donc le levier, c'est que de cette idée, de cette approche, de ce concept, on passe vraiment rapidement à l'action. Et donc le levier, il est éminemment, comme pratiquement pour tout ce qui doit avancer, il est éminemment collectif. C'est pour ça que le mouvement que l'on essaye de créer, et Gwenaëlle Jacquan est là, et elle coordonne tous nos efforts au nom d'AstraZeneca, mais aussi de l'ensemble des laboratoires impliqués dans l'IR Innovation Santé. Donc elle coordonne les efforts et l'évolution de notre association. Et vous verrez si vous vous y intéressez, et si certaines d'entre vous, ou vos entreprises, ou dans vos activités, vous voulez rejoindre justement ce mouvement, ça va être ouvert et annoncé pour qu'il y ait justement comme levier une action collective dans le sens de l'innovation au service de cette santé intégrée et de cette santé plurielle. Donc de quoi on parle quand on parle d'action? On parle d'action, merci beaucoup Alice. On parle d'actions qui vont aller dans le sens potentiellement d'une éducation, d'une prise de conscience. Quels sont les impacts des innovations thérapeutiques, diagnostiques, organisationnelles? Je vous donne un exemple qui concerne en plus la santé de la femme, et donc nécessairement, je pense, les femmes de santé. C'est par exemple le lupus. Cette maladie touche à 92% pardon, des femmes. Et donc en fait, quand on voit que l'organisation des soins en France a très rapidement évolué il y a une dizaine, même une vingtaine d'années, pour s'organiser en centres spécialisés et centres de référence en France. C'est une organisation pluridisciplinaire, extrêmement centralisée, extrêmement bien coordonnée, qui, de par cette innovation organisationnelle, a eu un impact positif sur la mortalité de cette maladie. Alors on a encore beaucoup de travail à faire sur la qualité de vie, les comorbidités, et beaucoup de choses sont faites dans ce sens-là, mais les nouveaux médicaments et aussi l'innovation organisationnelle a déjà eu un impact sur la prise en charge de cette maladie pour de nombreuses femmes. Donc vous voyez que les actions à mener en termes d'innovation vont au-delà du médicament ou de la molécule innovante ou de la biologie moléculaire ou de tout ce que peut apporter la science, qui est éminemment important, mais aussi sur ce que l'on peut faire en tant que collectif d'un point de vue de l'organisation des soins et de la santé. Le dernier point que je dirais par rapport à ça, dans la prise de conscience, c'est qu'on a un système éminemment organisé autour du soin et du traitement, et un système qui se veut être un système de santé doit avoir des objectifs qui sont sans doute un petit peu différents. Nous, on aime bien citer 4 types d'objectifs que le système de santé pourrait avoir, et c'est quelque chose sur lequel on est prêt à continuer à parler et à militer. C'est qu'un système de santé qui va bien, c'est un système qui aide les gens à ne pas tomber malades. Donc ça, c'est la prévention. Aide les gens à guérir. Donc ça, c'est le dépistage et le diagnostic précoce de maladie. Plus on y diagnostique et précocement, plus, quelle que soit la maladie, plus on a des chances de résoudre son problème. C'est un système, troisièmement, qui accompagne les patients dans la prise de leur traitement, parce qu'un traitement est autant efficace qu'il est pris, tout simplement. Et c'est aussi, quatrièmement, un système
qui encourage et accompagne les malades ou les anciens malades à la réhabilitation et à la réinsertion dans la vie active quand il y a eu un handicap ou quand il y a eu une cessation d'activité. Donc la prévention, le diagnostic précoce et les efforts de dépistage, l'accompagnement dans le traitement et l'accompagnement dans le retour à la vie active sont des piliers fondamentaux qui pourraient dessiner un système de santé focalisé donc sur la santé et donc sur le citoyen, plutôt que d'être un système centré sur le soin et donc sur les patients. Et quelquefois, c'est trop tard quand on est déjà patient. Il faut essayer de ne pas devenir patient, justement, et le premier objectif devrait être de ne pas tomber malade. Donc voilà ce qu'on essaye c'est pourquoi on milite quelque part, puisqu'on est des acteurs militants, et on milite pour cette prise en compte relativement large, finalement, de la santé des populations. Merci. Et justement, tu parlais du système de santé. Quel est le rôle que peut jouer les autorités de santé dans tout ça? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Et comment on peut collaborer ensemble? Il est central, hein, forcément. On avait écrit ça ensemble, Carole, au moment de l'annonce du nouveau gouvernement, où finalement un gouvernement et un ministère de la Santé pourraient être organisés selon ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, c'est le ministère finalement des soins. Alors maintenant, il y a la prévention, mais dans la santé, il y a aussi la recherche. Il y a un ministère de la recherche qui a une partie santé dans la recherche, mais la recherche sur la santé pourrait peut-être être un peu plus directement gérée par le ministère de la Santé. Dans le ministère de la Santé, il y a aussi l'industrie, mais l'industrie, c'est pareil. Dans la santé, il y a aussi le numérique en santé. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous sont peut-être aussi impliqués dans des activités numériques ou même de numérique en santé. Et le numérique, et c'est pareil, il y a aussi une dimension européenne et internationale à la santé. Et donc toutes ces problématiques-là sont finalement dispersées dans différents ministères, services et agences. Les pouvoirs publics pourraient effectivement avoir une action de centralisation, d'intégration, de coordination de tous les sujets santé au sein du ministère de la Santé, plutôt que d'avoir effectivement des task force interministérielles ou des sujets qui font de la déperdition d'informations, d'actions et donc de puissance dans l'action publique. Je voulais revenir un peu sur le LIR, Innovation Santé. Évidemment, tu parlais du fait que vous alliez ouvrir. Il y a tout un enjeu d'innovation, et notamment dans cette interconnexion entre la santé animale, la santé de la planète et la santé des hommes. Et parfois, tu cites une initiative que je trouve assez parlante, qui est Aubépine. Est-ce que tu peux citer un type d'exemple comme ça pour montrer justement à tout le monde c'est quoi cette coalition, quel genre d'initiative? Alors, c'est pas une initiative du LIR, mais c'est typiquement le genre d'initiative qu'on aimerait voir développer. Et il y aura un certain nombre d'appels à projets justement dans le cadre du LIR. Ouais, alors, Aubépine, je vous encourage à peut-être inviter un jour Vincent Maréchal, qui est vraiment quelqu'un d'absolument passionnant et qui a tout simplement pensé et mis en place un système d'analyse des eaux usées qui permet finalement, à partir de l'analyse des eaux usées, donc qui est une approche éminemment environnementale, de prédire la circulation de différentes virus, bactéries dans les eaux usées, et donc à un niveau extrêmement local, et en particulier ça a été démontré lors de la pandémie Covid, de pouvoir prédire des flambées pandémiques, épidémiques, avant même que ça n'arrive et que ça se manifeste d'un point de vue clinique. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, il m'a écrit il y a quelques jours pour m'annoncer que son projet allait faire partie des plateformes de recherche de France 2030. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il est extrêmement brillant, son équipe aussi, ils ont fait un travail remarquable. Et donc c'est un projet qui va continuer à croître, et on espère qu'on pourra les soutenir d'une manière ou d'une autre, ou de toute façon ils n'ont même pas besoin de nous, ils font le travail très bien tout seuls, mais il faut vraiment les écouter, ils sont absolument passionnants, et on voit la façon dont tout ça s'intègre extrêmement bien pour des bénéfices tout à fait concrets. Après, ce que l'on essaye de faire au sein de LIR Innovation Santé, ça va être vraiment 3 chapitres d'action ou 3 catégories d'action. La première, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire, et c'est pour ça que tu parles d'Aubépine, ça n'a rien à voir avec nous, mais on essaie de répertorier toutes ces bonnes idées. On essaie de répertorier, de catégoriser, de cataloguiser un petit peu, mais surtout de donner de la perspective à différentes innovations de différentes sources qui ont lieu en France. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis il va y avoir un élément, pour parler en bon français, d'advocacy,
où on essaye de donner de l'information, de la prise de conscience, de l'étude pour avoir justement des informations soutenues par des faits. Donc ça, c'est toute une partie un peu classique, on va dire, du think tank qui communique. Mais au-delà d'être un think tank, évidemment, on veut être un do tank. Et c'est pour ça que l'on va sélectionner 3 initiatives par an que nous pourrons soutenir à la fois financièrement, humainement, parmi les membres en fait, de cette coalition, de ce mouvement qui se crée, donc les 6 laboratoires pharmaceutiques et d'autres qui nous rejoindront. Parmi les autres qui nous rejoindront, évidemment, l'appel est lancé à tous ceux qui sont des acteurs de la santé animale, à tous ceux qui sont des acteurs de la santé environnementale, des académiques, du public, du privé. Il n'y a absolument pas de limite en fait à qui peut venir participer et contribuer à ce mouvement. Et plus on sera gros, plus on s'organisera et on organisera les gouvernances en fonction de la taille que l'on aura. Donc ça, c'est le deuxième point, de soutenir des initiatives concrètes qui vont aller soit au service de l'information, de la prise de conscience citoyenne, soit au service de l'intégration de ces innovations au système de santé. Comment, une fois qu'elles existent, si elles restent sur une étagère, les innovations ne sont que des bonnes idées, donc il faut qu'elles soient adoptées et donc intégrées au système de santé. Ça, c'est le deuxième type d'initiative qu'on pourrait soutenir. Et le troisième type d'initiative, ce seront les initiatives qu'on va appeler spéciales One Health, des initiatives éminemment intégrées. Donc information citoyenne, intégration de l'innovation, soutien One Health, ce sera les 3 types d'initiatives que l'on soutiendra. Et le dernier point, ce sera l'organisation à laquelle vous êtes toutes invitées et tous invités, puisqu'il y a quand même des hommes dans la salle, les assises du One Health qu'on va qu'on va organiser début d'année prochaine ou deuxième trimestre de l'année prochaine, où on espère effectivement rassembler un maximum d'acteurs de différents milieux pour vraiment montrer ce mouvement collectif intégré et qui dépasse largement les laboratoires et l'industrie pharmaceutique. Merci Olivier. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions-réponses, tu as un dernier message ou un mot que tu voulais évoquer, que tu n'aurais pas eu l'occasion d'évoquer à travers mes questions? Non, je vais le répéter parce qu'il paraît que, c'est toi qui m'as appris que la communication c'était la répétition, donc je me répète, et c'est pas radoter, hein, c'est se répéter d'une manière absolument consciente. C'est que ça ne doit pas être une approche, ce One Health, ça ne doit pas être un concept, on doit aller au-delà de ça, et donc le seul moyen pour que on passe du concept à l'action, c'est de faire. Et donc c'est ce que l'on veut faire avec le LIR Innovation Santé, avec les 6 laboratoires pharmaceutiques que j'ai cités, que vous êtes cordialement invités à soutenir, rejoindre. Et toutes vos idées sont les bienvenues, toutes vos actions sont les bienvenues, celles que vous pourriez vouloir juste mettre en avant sur la plateforme Innovation Santé, celles que vous pourriez vouloir envisager avec nous. Il est important que justement on passe du concept à l'action, et je crois que ce sera mon seul et mon dernier message. Merci Olivier. Pour ceux qui sont tentés, Gwenaëlle Jacquan est là, pour ceux qui sont dans la salle. Donc, tout à l'heure, dans le temps de networking, vous pourrez lui parler, puis on communiquera ses coordonnées, évidemment, pour assurer le lien. Merci Olivier. Je prends un café maintenant. Allez, café. Je te laisse ma place. Non, je vais rester là. Voilà. Alors là, c'est le temps des questions. Je propose à ceux qui sont en ligne, et vous êtes 60, donc je pense que vous avez plein de questions. Je vous invite à les mettre par écrit, sinon ça va être inaudible. Moi, je vais les regarder. Et en attendant, vous, dans la salle, je vous invite à poser des questions. C'est un peu le moment ou jamais, donc je ne suis pas sûre qu'on ait souvent l'occasion. Merci d'être là. Et j'ai oublié de préciser un truc important quand même, c'est que c'est une femme de santé, membre du collectif. Hein, donc voilà, c'était important de le dire. Voilà. À vous, les questions. Ouais, et après. Merci, bonjour Priscille Jacques. Merci pour tout, c'était vraiment très intéressant et très utile, je pense, à toutes et à tous. On a parlé rapidement du rôle des autorités, mais on est passé assez rapidement, je suis un peu frustrée. Du coup, je me demandais quelles étaient selon vous les priorités pour inclure les autorités dans cette réflexion One Health. Quels sont les grands leviers et à quel horizon en fait, de temps vous pensez qu'on puisse les intégrer à ce type de réflexion? Non, vous avez raison, j'ai sans doute pas et sûrement pas toutes les réponses et le plan d'action qui va avec. Mais je crois qu'il faut prendre les choses par étapes, parce que si on essaie d'avoir les yeux plus gros que le ventre, on risque justement d'être un peu dans une espèce d'inaction. Et je crois que le premier message fort qui a été posé, c'est celui d'appeler ce ministère le ministère aussi de la prévention.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans la prévention, il y a aussi l'alimentation. Et donc, il y a la cause animale aussi. Alors, ce qui est aussi délicat et intéressant à la fois, c'est que le One Health a une approche de santé humaine et donc d'interconnexion au bénéfice de la santé humaine. Évidemment, les animaux et la planète ont un petit peu moins voix au chapitre, on ne les entend pas trop, sauf quand ils se manifestent par des petites catastrophes naturelles. Et donc, comment on peut faire pour justement que la santé animale et la santé de la planète ne soient pas que vues sous le prisme de la santé humaine, même si effectivement c'est éminemment important. Et donc, dans le sujet même de la prévention, il y a la qualité de l'air et l'environnement, il y a la santé animale et la bientraitance animale, il y a à la fois la prise de conscience des zoonoses, mais aussi de ce dont on entend parler de plus en plus, qui sont les rétrozoonoses, hein, parce que finalement on est aussi contaminant pour les animaux. Et évidemment, dans cette rétrozoonose et la contamination des animaux, comment on prend en compte le fait que se dire que oulala, les animaux sont contaminés, on va tous les tuer, c'est pas non plus une solution. Donc il faut vraiment, je pense que ce sujet de prévention soit élargi à peu près de cette façon. J'ai décrit ça de manière un peu rapide et simpliste, mais je crois que ça peut être peut-être une action un peu concrète pour ne pas aller essayer d'adresser tous les problèmes à la fois, ce qui serait sans doute contre-productif. Olivier, je me permets une relance. Tu avais dit, quand on se parlait justement du sujet One Health en amont, il y avait une phrase que j'avais bien aimée que tu as dit, c'était « Il faut prendre conscience que l'homme est au cœur de l'équation, mais n'est pas seul ». Voilà, j'avais bien aimé, si tu veux étayer. Je te remercie pour cette relance. Non, mais l'homme est au cœur de l'équation dans la mesure où finalement les actions sont quand même largement entre nos mains. Hein, et c'est en ça qu'on est au cœur de l'équation. C'est-à-dire c'est au cœur de l'équation dans la mesure où c'est la santé humaine qui est au cœur de cette équation, mais au cœur de l'équation aussi dans la mesure où c'est l'activité humaine qui a un impact sur l'ensemble des santé interconnectées, la nôtre, celle des animaux et celle de la planète. Donc c'est assez, encore une fois, un peu simpliste hein, de dire ce que j'ai dit là, mais c'est pourtant la réalité. C'est pour ça que la prise de conscience et à la fois la prise de responsabilité et l'action est éminemment importante, parce que ce ne sont pas les animaux qui vont changer leur comportement pour que les choses aillent mieux. Donc il n'y a que nous qui puissions y faire quelque chose. Juste parce qu'il y a la salle, je reprends le micro pour que vous m'entendiez. Plein de questions. Alors d'abord, il y a Marine Dernot qui est de Paris Santé Campus et qui représente un peu les pouvoirs publics, qui souhaiterait prendre un tout petit peu la parole et avoir un petit droit de réponse, donc, enfin de complément plutôt, parce qu'il n'y a pas de... Donc Marine, on va te filer la parole. En 2 secondes juste, on nous demande le lien vers la plateforme LIRE, donc c'est innovation avec un S santé.fr, innovation avec un S sans le chiffre T, Je vais demander à ce qu'on le mette .fr, on va vous la donner. L'affichage environnemental des produits de santé chez AstraZeneca, est-ce que vous avez prévu de le faire? Voilà. Et comment contribuer aux synergies One Health concrètement? Voilà. Et après, Marine, on te donne la parole après la réponse à ces 3 questions. Est-ce que ça te va? Alors pour l'instant, on n'a pas mis le son de l'ordinateur pour pas qu'il y ait de bugs chez nous, mais je vais remettre le son. Tu veux parler de... Sur l'engagement environnemental par rapport à nos produits, c'est évidemment une priorité. On a une grande ambition qui s'appelle l'ambition zéro carbone, où on a à la fois tout un travail sur nos émissions à nous, donc le fameux scope 1 et 2, mais aussi sur le scope 3, et qui du coup a un fort impact pour nos médicaments, puisque c'est l'ensemble de nos partenaires, producteurs, y compris l'empreinte du transport de nos médicaments, le packaging et autres. Donc il y a de multiples initiatives qui sont en cours. À ma connaissance, on n'en est pas encore à pouvoir afficher ça sur les packs, mais je sais que c'est une vraie réflexion, en tout cas dans l'action. Il faut savoir qu'AstraZeneca, en tout cas moi en tant que communicante, j'ai toujours cette petite frustration, ils font beaucoup, nous faisons beaucoup, et en fait on communique après, et donc c'est vrai que c'est la beauté de cette entreprise, c'est qu'elle préfère d'abord faire et ensuite afficher. Je vous donnerai quand même un exemple de produit sur lequel on a travaillé. Aujourd'hui, nous, on est dans les maladies respiratoires, donc qui est évidemment, quand on se parle du One Health, une maladie qui est, je dirais, hautement symbolique. Aujourd'hui, il y a 1 décès prématuré sur 4 qui est lié à un facteur environnemental, dont, je crois, c'est plus de 7 millions, si le chiffre ne m'échappe pas, qui est lié à la pollution atmosphérique, et donc parmi elles, de nombreuses maladies respiratoires. Et donc nous, qui sommes présents dans les maladies respiratoires avec des traitements, il y a évidemment des inhalateurs. Dans ces inhalateurs, dans certains d'entre eux, il y a des gaz qui sont potentiellement des gaz à effet de serre.
Aujourd'hui, on travaille sur un inhalateur qui est un inhalateur qui aura un potentiel de réchauffement climatique proche de 0, moins 99,9%, donc c'est pas rien. Donc c'est déjà un premier point, je dirais, d'action, puisque l'utilisation de nos produits a une trace, évidemment, qui est extrêmement forte. Mais après, il y a l'autre pan qui est intéressant dans les médicaments, c'est qu'il faut le voir de manière holistique. Il y a à la fois la trace environnementale et l'empreinte de nos médicaments, mais il y a aussi le fait de faire des médicaments efficaces, d'avoir des maladies contrôlées qui font qu'on va moins à l'hôpital, il y a moins de transport, évidemment moins de soins. Et donc ça rejoint, je crois, cette dimension qui était de se dire il ne faut pas simplement penser à un système de soins, mais un système de santé. Voilà. Merci Carole. Très clair. Et je rebondis sur ce que tu dis là, parce qu'on parle très souvent dans l'entreprise de l'utilisation des données de santé aussi pour la démonstration de valeur. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre l'impact des actions que l'on a, encore une fois, qu'elles soient organisationnelles, thérapeutiques, de prévention. Et donc en analysant les données de santé, on arrive à démontrer la valeur clinique des médicaments. On arrive aussi à démontrer la valeur économique et sociale. C'est extrêmement important, et c'est des conversations qu'on peut avoir aussi avec les autorités de santé. On arrive aussi à démontrer la valeur organisationnelle, c'est ce que dit Carole, quand il y a des hospitalisations qui sont évitées, ou quand il y a des parcours patients au sein de l'hôpital ou entre l'hôpital et la ville qui sont simplifiés par une thérapeutique, c'est une valeur organisationnelle. Et il va falloir, au fur et à mesure, que l'on évalue la valeur environnementale de la prise en charge de certains patientes sur effectivement les économies que ça peut générer ou l'impact que ça peut générer positif sur les transports ou autres. L'utilisation, par exemple, ou la moindre utilisation d'une dialyse. Quand on prend un médicament, la dialyse est extrêmement consommatrice d'électricité et d'eau. Tout ça, les médicaments qui pourraient diminuer l'utilisation de la dialyse, ça a une valeur environnementale en plus du reste. Donc, pour vous donner un exemple un peu concret. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit évaluer. Je crois qu'il y avait, excuse-moi, Alice, d'autres questions, mais peut-être que la personne de Paris Santé Campus veut prendre la parole. Marine, the floor is yours. Bonjour à toutes et tous. Je voulais effectivement apporter quelques éléments d'éclairage par rapport aux propos qui ont été tenus sur les pouvoirs publics et la coordination interministérielle. En réalité, cette coordination elle est absolument nécessaire puisque imaginez une immense structure de 5 millions en l'occurrence d'agents publics, il faut bien à un moment donné effectivement que chacun se spécialise et apporte son éclairage, que ce soit à la santé, à l'industrie, au numérique ou à la recherche, comme vous le citez, monsieur. Alors, moi, je voulais prendre aussi la parole au titre de Paris Santé Campus, parce que, en réalité, nous concentrons justement, nous associons l'ensemble de ces éléments. Paris Santé Campus, c'est un groupement d'intérêt scientifique, c'est une volonté, donc GIS public, c'est une volonté présidentielle pour justement lancer un campus qui associe à la fois l'enseignement, la recherche, l'entrepreneuriat, à la fois avec les secteurs publics et privés. Et donc vous allez retrouver absolument tous ces acteurs sur ce campus, hébergés ou en nomade, c'est-à-dire avec des possibilités d'aller-retour. Et justement, c'est pour permettre de répondre à tous ces besoins en termes d'innovation et, comme vous le disiez, d'anticiper sur cette One Health, c'est-à-dire associant santé à la fois humaine, animale et environnementale. Donc typiquement, cette thématique-là, c'est quelque chose que nous développons et effectivement à la fois en lien avec les différents ministères cités, mais aussi avec l'ensemble du secteur privé. Voilà, c'était des éléments complémentaires et d'éclairage pour dire qu'il y avait également des voies possibles et donc vous êtes tous bienvenus à Paris Santé Campus. D'ailleurs, on a déjà été hébergé chez toi en partenariat, et merci quand tu veux, on vient. Voilà. Il y a une autre question encore. Après, la salle, si vous en avez levé les mains, je vous en prie. Ok. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement l'approche One Health, elle n'est pas un peu trop, alors je cite, anthropocentrée finalement, et qu'on s'attache un peu aux choses qui nous touchent directement, mais finalement les animaux sont, je reformule la question, mais c'est la même, sont un vecteur, et finalement en fait c'est quand même nous qui faisons beaucoup de bêtises. Oui, mais c'est ce que nous disions en disant que c'est nous qui avons la main à la fois sur ce que l'on fait et ce que l'on subit, sur ce que l'on fait subir, ce que l'on subit nous-mêmes en retour. Donc c'est pour ça que c'est interconnecté. Et c'est pour ça, encore une fois, que on doit sortir de l'approche du concept, même dans la terminologie, le champ lexical autour de One Health, on doit essayer peut-être d'éviter ce qualificatif
quand on en parle, que ce soit Paris Santé Campus, nous ou d'autres, ce qu'il faut voir dans ce que l'on a dit, c'est qu'on n'a absolument pas une volonté, on va dire, exclusive et hégémonique. Encore une fois, c'est pas un concept qu'on veut s'approprier pour avoir une part de voix plus forte que les autres. C'est plutôt quelque chose sur lequel on veut agir de manière collective. Et donc nous aussi, on a participé à des événements de Paris Santé Campus. Et c'est pour ça que les assises du One Health vont largement dépasser le cadre de notre propre mouvement. Et j'espère qu'on aura tous les acteurs qui s'intéressent à ce sujet-là pour le porter ensemble. Juste au cœur du constat, où Olivier disait on est au cœur de l'équation aussi. Pour rebondir sur votre point, aujourd'hui, s'il y a des zoonoses, c'est aussi parce qu'on a limité les espaces de biodiversité, qu'on a rapproché l'homme de l'animal, on a touché à leur écosystème, et c'est aussi ça notre responsabilité environnementale. Et donc l'homme est aussi une cause, effectivement, et tu parlais des rétrozoonoses, si je te prends bien, qui est effectivement aussi la passation des maladies de l'homme à l'animal, si je ne m'abuse. Voilà. Bonjour, Élise Bustin. Peut-être une double question. D'une part, One Health, du coup, c'est un élément qui peut être assez fort au niveau culturel, la culture d'entreprise pour AstraZeneca. Donc j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous intégrez les collaborateurs à cette approche, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour qu'ils puissent y contribuer. Et peut-être un autre élément, c'est vrai que One Health, c'est en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés sur l'approche One Health? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience concrets davantage poussés, j'imagine, dans les pays nordiques, mais ailleurs, dont vous vous inspirez? Ce sont deux très bonnes questions. Alors, quand vous avez dit culturel, je pensais que vous alliez dire au-delà d'AstraZeneca ou de l'entreprise, vous alliez dire même au niveau national français. Parce que oui, je pense que ça doit être effectivement culturel, dans la mesure où si on dit que dans le One Health, il y a aussi une évolution comportementale de chacun, c'est que culturellement, effectivement, on doit tous être, en tant que citoyens, je pense, impliqués dans cette notion-là. Et c'est pour ça que un des éléments que l'on pousse et que l'on porte avec le LIR Innovation Santé, c'est l'éducation à l'école dès le plus jeune âge sur ces sujets-là, des sujets finalement qui sont presque des sujets d'éducation civique quasiment. Donc l'implication des collaborateurs, elle a été faite et largement par Carole et son équipe en commençant sur la partie environnement du One Health. Donc là, il y a beaucoup d'actions déjà dans notre comportement, puisqu'on est en train, vous savez qu'on a en tant qu'entreprise aussi commerciale des visiteurs médicaux, des commerciaux sur le terrain, et donc on est en train d'électriser notre flotte, et je pense qu'on va être parmi les plus rapides et les premiers à le faire. Je pense que tu pourras dire beaucoup d'autres éléments sur la façon dont effectivement notre comportement en termes de consommation de papier, même la tour dans laquelle on est complètement écologique. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est comme ça que sont impliqués les employés. Encore une fois, en tant que citoyen de l'entreprise, c'est une notion, la citoyenneté, qui est importante pour nous. Donc c'est comme ça d'abord et avant tout. Et puis après, dans des actions qui peuvent être organisées, le passage du dispositif inhalé vers un dispositif beaucoup plus écologique va impliquer aussi notre usine de Dunkerque, puisque c'est là que sont fabriqués ces médicaments inhalés. Donc il y a une implication finalement assez fondamentale de nos employés, en commençant par l'environnement, et puis après, au fur et à mesure qu'on éduque et qu'on s'éduque sur les initiatives de One Health, c'est celle qu'on va porter avec le LIR Innovation Santé, il y aura d'autres façons d'impliquer les employés quand on aura justement désigné les initiatives que l'on veut soutenir. Donc ça sera, je pense, une très bonne façon aussi d'impliquer les gens. Votre deuxième question portait sur, excusez-moi, les autres pays. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, ça, j'avoue que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, de regarder ce qui se passe ailleurs et des retours d'expérience. Et pourtant, AstraZeneca est une entreprise anglo-suédoise. Et donc, effectivement, s'il y a une approche nordique dont il faut s'inspirer, on sera les premiers à pouvoir le faire. Et Alice, tu dis que c'est le... On veut bien faire le benchmark pour vous. Vous voulez bien faire le benchmark. Alors, on verra ça ensemble. Effectivement, ça peut être une idée de collaboration. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est une question qu'on doit se poser. Une dernière question. Bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. Mathilde Merckx, avocat. Je me posais une question par rapport au Real World Evidence. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la réutilisation des données. On connaît bien le Real World Evidence pour la santé humaine, notamment. Est-ce que vous avez déjà fait des projets ou réfléchissez à ce genre de projet, justement dans l'approche One Health? Parce que c'est vrai que peut-être naïvement, le Real World Evidence paraît moins être un secours en matière de santé environnementale ou animale, mais j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. C'est une bonne idée. Alors, la réponse est non, en ce qui me concerne moi personnellement ou notre entreprise.
En revanche, la question est tout à fait pertinente. Ça me permet de parler d'une autre initiative sur laquelle on est engagé avec La Poste et sa filiale numérique qui s'appelle DocaPost. On a créé un consortium autour justement de la donnée de santé et de la génération de données de vraie vie. Et rien ne nous interdit, donc ça s'appelle Agoria. Et Agoria est un consortium, encore une fois, autour duquel on veut rassembler. Donc ce n'est pas un projet d'AstraZeneca, c'est un projet sectoriel. Et ce que l'on cherche à faire, c'est justement avoir des données de santé dans un entrepôt de données qui vient d'être accrédité et validé par la CNIL, qui est le premier entrepôt de données santé privé validé par la CNIL, qui est évidemment, au cas où vous poseriez la question, ou en ligne, ouvert aux collaborations avec le Health Data Hub, dès que le Health Data Hub sera en mesure d'opérer prochainement, on l'espère. Et donc, effectivement, on pourrait tout à fait avoir des données de santé animale, de données de santé environnementale dans cet entrepôt de données. Le fait qu'on ait un consortium permet aussi l'accélération en fait, des projets, parce qu'on a aussi, vous êtes avocate, une Contratech pour des apporteurs de données, pour des porteurs de projets, pour que les choses aillent vite, alors qu'à chaque fois qu'on fait un projet de génération de données de vraie vie, il faut refaire des contrats initiaux, acquérir des données et avoir tout. Là, on a cette Contratech un peu de contrat type qui va permettre d'accélérer les choses. On a aussi donc la validation CNIL pour avoir des données SNDS, c'est-à-dire les données de la Caisse nationale d'assurance maladie qui va permettre de suivre le parcours des patients pour une pathologie donnée et donc de chaîner et d'apparier différentes données avec les données de vraie vie, de l'hospitalisation et du parcours patient. Et on pourrait peut-être faire la même chose avec des données justement de santé animale ou de santé environnementale. Rien ne l'interdit. La donnée est complètement agnostique et brute, elle ne vaut rien. Ce sont les idées et les questions qu'on se pose, l'intelligence qu'on y met qui a de la valeur finalement. Donc oui, c'est une très bonne question. On ne se l'est pas encore posée, mais pourquoi pas. Je crois que vous aviez une question depuis le début, si je peux me permettre, que je vous voyais lever la main. Oui, c'est vrai. Merci. Oui, merci Olivier. Anne-Françoise Berton, je suis vétérinaire de formation et diplômée One Health et consultante en innovation santé et partenariat public-privé. Anciennement membre au LIR. Exactement. Et j'avais une remarque et une question. La première remarque, c'était sur la structure du LIR, puisque le LIR, à l'origine, l'acronyme, c'était les laboratoires internationaux de recherche, ce qui limitait du coup les acteurs qui participaient à des non-français. Donc je suppose que dans l'évolution et la mutation évoquée, il y a aussi cette mutation-là qu'on peut peut-être détailler. Et la deuxième chose, c'est que sur tout ce qui est justement anticipation du décloisonnement des filières et des ministères, notamment santé humaine, animale, écologie, la remarque précédente, c'est vraiment que les données peuvent permettre de décloisonner, puisqu'aujourd'hui les canaux n'existent pas. Je l'ai constaté en étant au ministère de la Santé et en essayant de transporter une start-up qui avait des développements potentiels en alimentation ou en écologie d'un ministère à l'autre, et ça se perdait dans les méandres de la non-communication. Et il me semble que les grands groupes ont un rôle à jouer si justement l'approche est globale, parce que la France est plutôt en retard, me semble-t-il, dans le décloisonnement de ces filières-là. Et je me demandais si AstraZeneca, de par sa position globale, avait la possibilité d'activer des canaux internationaux pour que ça redescende par la vision mondiale. Je vais répondre je vais commenter sur la deuxième question. Et puis, je ne sais pas, Gwen, si tu veux commenter sur la première, c'est-à-dire comment on va ouvrir le LIR à autre chose qu'effectivement les laboratoires. C'est la parfaite transition entre les deux profils de questions, c'est qu'en effet, le travail il est assez juridique pour ouvrir nos statuts, et en effet, on prévoit d'ouvrir notamment à un niveau européen ou international pour ne pas interdire des acteurs qui seraient peut-être plus avancés aussi dans d'autres pays sur ce sujet-là pour venir nourrir notre réflexion. Donc oui, on pourra permettre l'adhésion effectivement d'acteurs notamment européens dans un premier temps. Donc Guéna, elle travaille sur l'ouverture des statuts parce que, alors Anne-Françoise connaît bien, hein, elle était quand même à la table de la création d'innovation santé et a beaucoup contribué sur différents sujets. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même le préciser. Donc la question
est pleine de sens aussi, parce que vous savez très bien les limites de nos statuts et la raison pour laquelle on veut les changer. On va les voter en Assemblée Générale, et c'est déjà, c'était juste une question de le faire. Merci à Guénel pour l'avoir fait, parce que ça va être voté à l'unanimité, évidemment, puisque c'est le sens même du projet qu'on a initié ensemble. Et pour ce que peut faire AstraZeneca, alors là, vous me forcez un petit peu justement à dire des choses peut-être bien sur mon entreprise, mais vous en attendez pas moins de moi. Mais je pense qu'on a vraiment l'opportunité dans notre entreprise d'être, c'est une de nos valeurs, hein, d'être entrepreneurial, bi-entrepreneurial, ça fait partie de nos 5 grandes valeurs. Et l'opportunité qu'on n'hésite pas à saisir avec Carole et l'équipe et l'ensemble de notre comité de direction, c'est de se dire que si ce que l'on fait là dans l'environnement avec d'autres laboratoires, avec le LIR Innovation Santé fonctionne, évidemment on prendra ça comme un exemple de ce que peut faire AstraZeneca au sein d'un pays, dans le reste de l'Europe et encore ailleurs. On est extrêmement facilement, vous imaginez, connectés les uns avec les autres. Moi, je fais partie d'une équipe de direction européenne qui inclut d'ailleurs aussi le Canada. Et donc, une initiative qui pourrait fonctionner en France pourrait tout à fait être promue par AstraZeneca aussi à l'étranger. Et je suis certain que mes collègues de Roche, Novartis, Astellas, Takeda et Boehringer Ingelheim pourraient faire la même chose dans leurs filiales respectives. Et j'espère qu'on sera bien plus à pouvoir porter ça à partir de la France vers d'autres pays si jamais nous rencontrons le succès que nous espérons. Après, je ne sais pas si nous sommes en retard, particulièrement par rapport à d'autres ou par rapport à d'autres initiatives. Il est bien possible que ce soit le cas, hein. Mais je pense qu'avec de la volonté et du collectif, on peut facilement rattraper, voire dépasser le retard que nous pourrions avoir accumulé. Et globalement, c'est pour aussi, tu parlais des entreprises du médicament, c'est une prise de conscience qui est partagée, hein, je pense, au sein de ces acteurs-là, des acteurs de santé. Et l'idée, je pense que l'appel, c'est de se dire comment maintenant on agit avec tout le monde, tout l'écosystème pour changer la donne, d'où l'ouverture de ces statuts. Donc je crois que tu as cité start-up, ce sera pour un peu donner les profils pour ceux qui sont dans ces start-up, ces institutions, ces autorités, ça peut être quiconque a envie, et quelle que soit son organisation, si vous avez envie de jouer un rôle, c'est possible. Donc c'est aussi ça, cet appel à l'ouverture. Des questions encore ? Déjà, merci beaucoup pour l'initiative. Moi, je suis médecin et je travaille beaucoup avec AstraZeneca et je trouve que le concept One Health, c'est juste très pertinent dans l'époque actuelle. Juste une question, on parle beaucoup de notre impact sur l'environnement. On parle un petit peu moins de l'impact actuel et à venir de l'environnement sur notre santé. Est-ce que ça va occasionner de façon directe et indirecte? Alors je dis ça parce que moi je sors d'une formation de l'impact du réchauffement climatique sur la santé. Et c'est vrai que je pense que les gens et les professionnels de santé ne sont pas préparés à ce qui va venir dans les années à venir ou à moyen terme, en termes même de virus, parce qu'on sait qu'il va y avoir une redistribution des virus liés au réchauffement climatique, des flux migratoires qui vont entraîner une population qui va aller vers des pays avec probablement des maladies chroniques, donc un accès aux médicaments, et aussi un accès à des denrées alimentaires moindres sur certaines populations en besoin, qui vont soit être sur le versant dénutrition, s'ils n'ont aucun accès à l'alimentation, soit être dans des zones un peu plus urbanisées, et du coup se tourner vers une alimentation complètement anutritive, avec un risque de syndrome métabolique qui va grossir, et donc un risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, et donc ça en plus sur ce qui pèse déjà sur la société actuelle. Comment les entreprises pharmaceutiques se préparent à ça? Voilà, c'est à peu près ça. Alors, je pense que vous venez d'en parler beaucoup mieux que nous pourrions le faire, sans doute. Mais quoi qu'il en soit, peut-être la réponse ou le message rassurant, c'est que finalement, que ce soit pour une cause ou une autre, nous sommes fondamentalement préparés à ça, puisque c'est le cœur même de notre développement clinique. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'AstraZeneca. On est focalisé sur des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Et quelle que soit l'origine finalement de ce que vous citez, le développement que l'on fait va dans le sens de la réponse et de traitement en réponse à ces maladies. On est aussi focalisé comme deuxième aire thérapeutique sur les maladies respiratoires et immunologiques. On est aussi focalisé sur les cancers et sur le développement de vaccins et de thérapies immunes. Donc, au sein même de ces équipes de recherche, il y a une conscience aiguë de ce que vous expliquez, puisque ça fait partie
des programmes de recherche que nous mettons en place et que nous développons, et nous ne sommes pas les seuls. Il y a dans une deuxième dimension à ce que vous expliquiez, c'est aussi une partie peut-être plus globale de pays émergents, notamment de pays où on va avoir difficilement accès à de l'eau potable, des problèmes nutritifs, et ça nous concerne et nous dépasse à la fois. Donc on a des programmes comme Healthy Heart Africa par exemple, où on travaille avec des gouvernements africains sur la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, donc plusieurs programmes de ça, et on n'est pas encore une fois les seuls à les avoir, c'est pas pour faire la promotion d'AstraZeneca, mais je ne connais pas par cœur tous les programmes des autres, mais donc ça c'est quelque chose dont on a conscience de manière aussi aiguë. Et puis peut-être un dernier point que vous abordiez mais sans le nommer, c'est l'épée de Damoclès des résistances aux bactéries, au-delà des virus, et l'antibiorésistance est une situation d'urgence, je pense, donc pour laquelle il y a au moins une prise de conscience dans ce que l'on entend potentiellement la volonté politique ou ONG exprimée, mais est-ce que l'action est au niveau de l'urgence? J'en suis pas certain. Et la formation des médecins, parce que je prends l'exemple juste tout bête de la tuberculose. On a rarement des tuberculoses multirésistantes en France, sauf que si on a de plus en plus de flux migratoires, on va se retrouver avec des pathologies de ce type qui vont venir en France et qui vont être à risque de contamination. Et donc finalement, on va se retrouver dans les services à avoir de plus en plus de cas de ce type de pathologie multirésistante. Et je pense qu'il y a vraiment un manque de communication et de formation auprès des professionnels de santé à ce sujet. Et là où vous avez d'autant plus raison, si je puis me permettre, c'est que vous faites là le lien indirectement entre la santé globale, Global Health, et la géostratégie. Et il faut que les pouvoirs publics aussi se rendent compte de ça, que c'est un élément qui est au-delà du social et de la santé, mais qui est tout simplement un enjeu géostratégique du fait des mouvements des populations et des pénuries et des retours de maladies que nous n'avions plus. Et donc ça va effectivement être un enjeu éminemment important d'un point de vue géopolitique. Dans votre point, il y avait, pour compléter cette partie-là, il y a aussi la prévention au sens prévenir ce qui pourrait arriver à la planète. Je pense qu'on a aussi un rôle, au-delà de l'éducation, tout ce que tu as extrêmement bien posé, en tant qu'entreprise, c'est d'agir pour diminuer ce réchauffement climatique. Je crois que c'est nous la responsabilité qu'on a pris au sein d'AstraZeneca avec l'ambition zéro carbone, des programmes de reforestation, diminuer notre empreinte, notre consommation d'eau, utiliser des ressources renouvelables. Je pense qu'aussi nos entreprises ont un rôle à jouer pour éviter ce fameux, ou en tout cas atteindre, se limiter à ce fameux 1,5, parce que c'est aussi ça qui accélérera ou non toutes ces maladies, toute cette accélération, je dirais, sanitaire, qui pourrait être dramatique. Et on sait que les 5 prochaines années, en gros, de maintenant à, on va dire, 2030, c'est là où tout se joue, voire 2025. Donc, plus que jamais, tous ceux qui sont dans des entreprises, je pense qu'on a aussi ce rôle de prévenir ces catastrophes. Juste un point, excusez-moi, mais c'est parce qu'il y a vraiment de l'opportunité dans le malheur. Et le malheur, c'est quoi? C'est le réchauffement climatique, c'est la pandémie Covid, c'est la guerre en Ukraine. Ça, ce sont des malheurs dans lesquels on trouve justement des opportunités de changement de comportement dans la façon dont on consomme, dans la façon dont on utilise l'énergie, puisqu'il y a une crise énergétique malheureusement qui suit aussi les malheurs de la crise en Ukraine. Et donc, il ne s'agit pas juste de constater les malheurs et de passer notre chemin. Évidemment, c'est le premier élément, c'est de les traiter et d'en prendre conscience. Mais il y a des opportunités justement dans la façon dont on va juste se comporter, consommer l'énergie et l'ensemble de ce que l'on va pouvoir aussi enseigner à nos enfants. 2 questions. Il y en a une qui est revenue 2 fois, donc je la pose. C'est comment on peut contribuer en n'étant pas une institution, en fait, donc en tant que voilà. Ça, c'est des questions Et aussi, il faut que, c'est une remarque, penser aux appels à projets de la Commission européenne et de l'Union européenne, etc. Donc c'est vrai. Enfin, on sait aussi ce que c'est que un appel à projet de la Commission européenne. J'en viens, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc comment on contribue quand on n'a pas une institution? Alors, quand on va révéler et lancer justement de nouvelles activités et les statuts, il y aura donc plusieurs statuts, dont un statut de personnalité qualifiée, si je ne m'abuse, on l'a appelé comme ça.
Et donc c'est dans ce sens-là aussi que sans être une institution, on va pouvoir aussi participer, contribuer à l'effort. En ce qui concerne les initiatives et les appels d'offres de la Commission européenne, je pense que justement c'est là où on n'a pas besoin de nous. Je pense que l'intérêt c'est d'en faire d'autres. Peut-être d'autres, ce que tu disais, peut-être un peu plus agiles, mais aussi sans doute plus raisonnables en termes d'échelle. Hein, c'est pas ce niveau-là d'initiative. Mais se focaliser sur 3 initiatives financées par un collectif sur des sujets de prise de conscience citoyenne, d'intégration, de l'innovation et de One Health, on a besoin de structures, de discipline et de pertinence pour arriver à faire avancer les choses. Donc autant ne pas avoir encore une fois les yeux plus gros que le ventre et commencer par réussir quelque chose avant de passer à une échelle plus importante. Je pense que ça va être aussi un peu notre leitmotiv. Je voulais vous remercier d'être venus tous les deux. Merci d'être déplacés. Merci à vous aussi d'être venus, parce qu'il n'y a pas que nous qui nous sommes déplacés. Exactement. Donc, merci. Petite pub pour les prochains événements. On a les états généraux de la santé et de la femme. On travaille sur les ateliers. On a eu les ateliers le dernier hier pour proposer des solutions à insérer dans la loi de finances publiques et la loi de financement de la sécurité sociale. On a eu cette occasion-là. Moi, en 20 ans, en 15 ans de santé publique, je n'ai pu me mettre une ligne dans une loi de financement. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance. Venez, rejoignez-nous sur notre plateforme d'échange et de partage. Allez sur celle d'innovation santé. Voilà, merci d'être là. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que les femmes de santé vont être en rendez-vous? Est-ce que ça ne va pas être toujours les mêmes? Et la réponse est que vous êtes toujours là. Et non, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça veut dire qu'on est ensemble, on est pluriprofessionnels, on est multiples, on est 2400. Et je suis honorée de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à toi.